Bonsoir, bienvenue dans l'émission qui vous fait voir l'actualité autrement. À la une ce soir, de la musique avant toute chose, aurait dit Verlaine. Oui, car ce soir, c'est le début du week-end du Printemps de Bourges, un des grands rendez-vous musicaux de l'année, un vivier de talent, un point d'orgue. La musique a bien évolué depuis Carcinos le Jeune au IVe siècle avant Jésus-Christ ou Jean-Sébastien Bach. Et le talent ou le génie ont peut-être parfois été mutilés récemment au nom du formatage de l'industrie musicale. Il n'en reste pas moins que la musique est partout dans chaque société humaine. Aspiration à l'élévation, au beau, consolation, marqueur temporel de la mémoire intime ou collective. Chacun d'entre nous a ses goûts, ses obsessions, sa playlist, dirait-on aujourd'hui, au point que l'on peut se poser cette question: pourquoi la musique est-elle indispensable à l'homme? Et pour en parler avec nous ce soir, chouette, deux fins musicologues, un psychanalyste romancier et un comédien incroyable. Ben si, Alexandre Astier, vous êtes musicologue, non? Mais c'est la première fois qu'on me le fait, excusez-moi, j'ai juste été un peu surpris. Vous allez vous y faire. Très bien, très bien. Très très bien. Alexandre Astier, on vous a connu en Roi Arthur dans Camelot, sur une chaîne télévisée française qui s'appelle M6, et on vous retrouve au Théâtre du Rond-Point à Paris, dans un spectacle absolument étourdissant, vraiment brillant. Vous êtes le cantor de Leipzig, c'est-à-dire que vous jouez Jean-Sébastien Bach et vous délivrez une leçon magistrale à un public que vous considérez grosso modo comme des abrutis. Pas grosso modo. Grosso modo. Des abrutis. Voilà. C'est un triomphe et ça s'appelle Que ma joie demeure. Et votre voisin, Michel Schneider, bonsoir. Bonsoir. Psychanalyste, romancier, Marilyn Dernière Séance, et pas mal de traités justement sur la musique. Vous avez vu le spectacle d'Alexandre? Bien sûr. Je vous présente nos chroniqueurs Thomas, Eva, Jean-Baptiste, qui vont tous parler de musique vue par leur prisme singulier. Peut-être avant quand même de démarrer et d'envisager cette question, pourquoi finalement l'homme, pourquoi est-ce qu'on a tellement besoin de musique? Et là on aura votre point de vue à la fois de pratiquant et de psychanalyste et de musicologue. On va regarder un extrait de votre spectacle, Alexandre Astier, Que ma joie demeure. Quand j'étais enfant, je passais toutes mes nuits à lire des partitions. Toutes mes nuits. Un jour, ma mère, qui trouvait que je manquais de sommeil, s'en est aperçue et elle a confisqué toutes les bougies de ma chambre. J'ai continué à lire mes partitions, toutes les nuits, sur le rebord de la fenêtre, à la lumière de la lune, quand il y avait la lune. Résultat, aujourd'hui, je suis totalement bigleux. Et je me pose une question. Tout ça ne serait pas arrivé si j'avais écouté ma mère, ou tout ça ne serait pas arrivé si elle n'avait pas confisqué mes bougies. Voilà, c'est Alexandre Astier, Herr Bach, dans Que ma joie demeure. Qu'est-ce que vous jouez là? La viole de gambe. Oui, et quelle composition de Bach? C'est une partie des œuvres pour violoncelle seul. Ce moment du spectacle, il y a des moments où c'est plus intimiste et puis il y a des moments de franche foutraquerie et de vraie comédie subtile. Ce moment intimiste où Bach donc raconte comment peut-il liser des partitions, c'est quasiment autobiographique parce que vous avez lu vos premières partitions à 7 ans, Alexandre Astier? Oui, quand ma mère m'a emmené au conservatoire à coup de pied dans le derrière, j'ai commencé à savoir lire la musique, oui. Oui. Voilà. C'est pas un très bon souvenir. Ah oui? Non. Pourquoi? Dans l'enseignement que j'ai reçu, qui est des plus classiques qu'on puisse avoir en France, ça reste des années extrêmement abstrait comme technique et comme théorie. Et le jour où vous vous réveillez en vous disant que tiens, ça vous sert à quelque chose, effectivement, vous entendez mieux la musique et que vous pouvez la copier, la relever, tout ça, c'est tard. Il y a largement le temps de se décourager avant, en fait. Là, vous êtes en train de mettre en cause l'enseignement de la musique. Oui, madame. Ah, très bien, monsieur. C'est fort clair, monsieur. Pourquoi a-t-on besoin de musique? C'est évidemment une question que vous avez dû vous poser. Pour vous, c'est naturel, mais pourquoi l'homme a-t-il cette... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de physiologique. Écouter de la musique, c'est s'imposer une régularité, que ce soit... C'est l'homme du contrepoint qui parle. Un peu, oui. Je pense que si l'homme, par exemple, fabrique des maisons qui sont carrées, alors qu'il n'y a rien de carré dans la nature, ou s'il aime les choses qui se répètent, qui sont régulières, je pense que c'est une part de nous-mêmes, et que la musique n'est qu'une autre démonstration de ça, c'est-à-dire organiser des choses régulières qui nous imposent leur rythme, c'est-à-dire que nous, on ne peut pas influer dessus, en tout cas pas trop. La fréquence des sons, c'est ça aussi. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose à mon avis, proprement physiologique là-dedans. Michel Schneider.
Qu'est-ce que vous en dirais pensez? Indispensable, je ne sais pas. Nécessaire, oui. Nécessaire, non pas qu'on puisse, qu'on ne puisse pas vivre sans la musique. Je connais beaucoup de gens qui vivent sans. Mais probablement vit-on moins bien d'une vie qui n'est pas tout à fait, qui est plus une survie qu'une existence. Et que à ce moment-là, il y a quelque chose. Bon, Nietzsche disait sans la musique, la vie serait une erreur. Je dirais pas que c'est une erreur. Je dirais que c'est plutôt un inconvénient, une disgrâce, un ennui mortel, au sens où quand on est fermé à la musique, je pense qu'on vit une sorte de vie sans savoir qu'on est mort. Il y a quelque chose d'une dimension. Sans savoir qu'on est vivant ou qu'on est mort? Sans savoir qu'on est vivant, on est mort sans savoir qu'on est mort. Parce que là, vous avez fait lapsus. On se croit vivant. Et sur cette dimension physiologique dont parlait Alexandre Astier, cette sorte de régularité, qui rappelle évidemment le travail de Bach sur le contrepoint, qu'est-ce que vous en pensez? Là, il y a des gens qui sont totalement fermés à la musique, et probablement y a-t-il un facteur, de même que pour l'oreille absolue, dont parle Alexandre dans son spectacle. Oui. L'oreille absolue, c'est donné à une personne sur 10. L'oreille absolue, c'est quand on entend un si et qu'on sait que c'est un si, et non pas que c'est simplement deux notes au-dessus ou en dessous d'une autre. De même que pour l'oreille absolue, il y a des gens qui sont vraiment, et je pense que ça s'explique aujourd'hui qu'on connaît bien l'anatomie du cerveau, par des phénomènes de localisation psychique, physiologique dans le cerveau qui sont insuffisamment développés. Donc, il ne faut pas méconnaître cet aspect-là. Il y a des gens qui ont un don pour la musique, d'autres pas, et un don pour l'écouter, un don pour la jouer. Et ceux-là ont besoin de ça, alors là, pour vivre, et pas seulement pour gagner leur vie. On parle d'oreille absolue. Je vous propose une séquence de musique absolue, peut-être. C'est Rostropovitch au pied du mur de Berlin le 11 novembre 89, qui joue du Bach, précisément. Vous vous souvenez de ce moment, l'un et l'autre? Oui. Bien sûr. Bien sûr. Revenons au spectacle d'Alexandre Astier et à cette chose que vous avez sûrement notée, Michel Schneider. Bach était orphelin de père et de mère, enfin très, très jeune. Il pondait des fugues et des bébés à peu près avec la même régularité, sauf que les uns étaient moins immortels que les autres. 20 enfants, 10 moins morts. pondus par lui, mais Il y a quelque chose sur le deuil dans le spectacle, sur le chagrin. C'est un spectacle très vital, très drôle, et en même temps, le chagrin est au cœur du dispositif. Ça me vient d'une phrase de sa seconde femme qui disait, alors qu'ils venaient de perdre leur, je ne sais plus, enfin ils en ont perdu 10, donc qui disait c'est marrant, il n'arrive pas à s'y faire. Et remis dans le contexte d'une mortalité infantile nettement moins grande aujourd'hui, un type qui perd tous ses gamins en bas âge et de qui on dit il n'arrive pas à s'y faire, ça me semblait fou, moi, qu'en est, et qui m'imagine oui, ce serait le une pire, tragédie. je ne saurais même pas survivre. Et là, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, le gars, j'ai l'impression qu'il était malade de chagrin, c'est comme ça que j'ai envie de le voir, et qui vit dans un monde où on dit mais on ne comprend pas ce que vous avez, Urbach, on ne sait pas, effectivement, vous ne mangez plus, vous ne dormez plus, mais on ne voit pas. Et personne ne fait le rapprochement entre 10 obsèques de ses propres enfants et éventuellement le chagrin qui pour une moi somatisation liée au chagrin. Oui, à l'époque, c'était pas rare d'avoir des enfants qui mouraient. Les enfants mouraient en bas âge. C'est pour ça qu'on en faisait 10 au lieu d'en faire 3 aujourd'hui, dans le meilleur des cas. Mais Bach, effectivement, ce qui est très beau dans le spectacle d'Alexandre Astier, c'est de montrer que cet homme est un homme et que pour lui, c'est pas que sans la musique, la vie serait une erreur, c'est que sans la vie, la musique serait une erreur. Sans avoir à s'occuper de ses enfants, à s'occuper de la nourriture, à s'occuper de sa femme, à avoir une vie sexuelle probablement débridée, puisqu'il en a fait débridée, accomplie. Au moins 20 fois. Il faut que je rajoute une scène, parce que je n'ai pas mis ça. Ça s'impose. Eva, on se rend compte quelque chose qui est assez phénoménal. Chacun, tout le monde, on parlait de l'oreille absolue, eh bien tout le monde pourrait chanter juste, avoir une sorte de voix absolue, grâce à quelque chose qui relève de la technique pure. Ouais, c'est terrible. En fait, je me suis demandé s'il était indispensable de savoir chanter pour que ça marche. Eh bien non, puisque depuis 1996, grâce à un ingénieur de l'industrie pétrolière, Andy Hildebrand, on a un logiciel qui s'appelle Autotune, que j'imagine que vous connaissez, Alexandre Astier, qui fait disparaître entièrement les fausses notes. Alors en fait, c'est parti d'une formule mathématique qu'il avait mise au point
pour déterminer si des exploitations pétrolifères étaient envisageables dans certains endroits. C'est le phénomène d'autocorrélation qui envoie des ondes acoustiques dans tous les sens et qui détecte les régularités. Alors il l'a adapté à la voix. Ça a fait autotune. Et autotune, en fait, comment ça fonctionne? Ça analyse la fréquence de la voix et ça l'aligne automatiquement sur une échelle de notes préétablie. C'est un peu le Photoshop de la voix. Ça la lisse, on peut même changer d'octave. Aucune Il fausse devrait vous note payer n'est possible. cher pour ce slogan qui est excellent. Alors c'est devenu complètement indispensable à l'industrie de la musique aujourd'hui et surtout dans la pop mainstream. Et certains en abusent, ce qui crée une polémique. Par exemple, je vais vous parler d'une adolescente américaine sans talent, enfin apparemment Rebecca Black, qui en mai 2011, à l'âge de 13 ans, a sorti son premier tube sur YouTube, ça s'appelait Friday, composé à grand renfort d'autotune. Reconnu par un nombre de critiques comme la pire chanson de tous les temps, ça a fait un carton, 11 millions de vues la première semaine. Alors autotune, quand on l'utilise en pratique, ça donne ça. Ça fait le cobaye. Weren't you the one who said that I would be nothing? Well, I'm about to prove you wrong. I'm not the only one who believes in something. My one wish is about to come true. I'm not stopping. Alors ça c'est l'extrait d'une de ses dernières chansons, My Moment, et il paraîtrait que si on enlève l'effet autotune, ça donne ça. Weren't you the one who said that I would be nothing? Well, I'm about to prove you wrong. I'm not the only one who believes in something. My one wish is about to come true. Alors, canular ou pas, impossible de vérifier, mais le message est là. Autotune fait chanter n'importe qui, juste. Il y a même quelqu'un qui a eu l'idée d'autotuner ses chats. Alors attention, petit chef-d'œuvre, extrait de Kitten in Autotune. On regarde ça. Alors voilà, vous entendez bien que les miaulements sont mélodiques et correspondent à la mélodie. C'est vraiment un chef-d'œuvre. En 2010, le magazine américain Time avait inclus le logiciel Autotune dans la liste des 50 pires inventions de l'humanité. Alors certes, Autotune ne transformera jamais un mauvais chanteur en virtuose, mais il y en a tellement partout, on l'utilise partout, que notre oreille s'est aiguisée et ne supporte plus une seule fausse note maintenant. Alors pour ce qui est des critiques qu'on a pu faire à son inventeur, il répond tout simplement: ma femme porte du maquillage, est-ce que c'est un mal? Je ne sais pas ce que vous en pensez, Alexandre Astier. Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation de ce logiciel? Pas du tout avoir peur de ce genre de truc, parce que ça corrige des gens qui, de toute façon, n'ont pas grand-chose à dire. Donc, c'est pas grave. La preuve en est, c'est qu'on connaît cette pauvre jeune fille parce qu'elle est sur Autotune, ce qui est quand même terrible. Moi, je pense que chanter faux, c'est pas grave du tout. En revanche, ça prouve que vous n'avez pas compris ce que vous faites. Comprendre la musique, c'est entendre la bonne fréquence, c'est savoir si c'est en dessus ou en dessous. C'est naturel pour un musicien et ça fait partie du bagage du musicien que de comprendre qu'un truc est trop bas ou trop haut. Si c'est une machine qui le fait à votre place, c'est pas grave pour les gens. Par contre, ça prouve que vous n'avez rien à faire là. Michel Schneider, ça ne pourrait pas concerner les chanteurs d'opéra. Vous avez beaucoup travaillé sur les voix, les prima donnas, sur l'opéra. Vous avez même écrit, je crois, un essai sur opéra et inconscient. Oui. Les voix d'opéra, ça ne peut pas tricher. Hein. Oui. Elles ne sont pas encore sonorisées, elles le seront un jour, comme toutes les voix, même maintenant au théâtre. Mais on ne peut pas tricher, il n'y a pas d'autotune en temps réel possible. Et tant mieux. Mais ça crée une inégalité profonde entre celles et ceux qui ont une voix et ceux qui n'en auront jamais, quels que soient les efforts qu'ils font. Et cet élan désespéré pour construire une passerelle entre le langage et le chant, c'est ça, le langage parlé et le chant dont vous parlez dans votre essai. Ça, c'est la racine de l'opéra, c'est le conflit entre qu'est-ce qui vient d'abord, la musique ou les paroles. Moi, je considère que, en tout cas dans ma vie, les paroles et le langage et l'écriture sont des substituts imparfaits aux musiciens ratés que je suis et à l'histoire malheureuse que j'entretiens avec mon instrument. Mais si j'avais pu devenir, comme Alexandre, un bon pianiste ou un musicien, j'aurais fait autre chose qu'écrire. Je vous propose notre rubrique quotidienne, le journal du temps. On sait que Bach a été très méconnu après sa mort et ensuite il y a eu une sorte de, comment dire, on l'a réhabilité. Ça fait 30 ans à peu près. Voilà, il a fallu 30 ans pour que ça devienne l'Homère du baroque, comme disait je ne sais quelle critique musicale. Qui a été sacré génie avant même sa postérité? Eh bien voilà une réponse avec le journal du temps de Bruno Gaudenzi.
Difficile d'être sacré génie de son vivant. À quelques exceptions près, comme Beethoven ou Wagner, l'accès au statut enviable se fait plutôt post-mortem. Or, notre société veut accélérer le temps et cherche frénétiquement de nouveaux candidats. Est-ce le signe de notre époque? Ne nous emballons pas. Allemagne, 1966. Dans une Europe où depuis la fin de la guerre, la musique abstraite est en plein essor, Karlheinz Stockhausen fait énormément parler de lui. Défricheur, compositeur, théoricien, il est présenté avant tout comme un génie. Les médias l'adorent, lui, il adore parler de son travail. Wir haben Mikrofonie 1 seit der Uraufführung im Dezember 1964 in verschiedenen europäischen Konzertsälen gespielt. 7 Musiker erzeugen gemäß der Partitur eine neue Klangwelt. Als Quelle dient ein Tamtam. Während des Spielens formen und transformieren die Musiker die Klänge mit Mikrofonen, elektrischen Filtern und Lautstärkereglern. Der transformierte Klang, gleichzeitig über Lautsprecher wiedergegeben, mischt sich mit dem direkten Klang des Tamtams. À l'écoute de cette composition, on peut se poser une question à 100 points. Avant-gardisme et télévision peuvent-ils faire bon ménage? Une réaction, Alexandre Astier? Bon. Voilà. Vous en voulez une autre? Non, non. En parlant de Bach, à mon avis, quand on pousse la précision de sa discipline très très loin, on ouvre des portes inattendues. On ouvre des portes inattendues, soit sur quelque chose qui reste très humain, parce qu'encore une fois, je crois que la musique est une de nos conséquences et pas une de nos causes, donc je crois qu'elle ne peut être que compréhensible par tout le monde, sinon ça n'en est pas, je crois. Soit on ouvre une porte sur ça, et je suis bien content. J'ai eu un prof d'écriture, oui. Je ne vais pas le nommer, mais c'est un grand compositeur français, en tout cas un grand prof connu, qui a dit « Il m'a fallu 35 ans pour me rendre compte que je ne composais pas la musique qui me plaisait ». Il était dans l'école un peu musique contemporaine, tout ça. IRCAM. Voilà, et je suis très content de ne pas faire partie des gens qui mettent 35 ans à se rendre compte qu'ils font un truc qu'ils ne voulaient pas faire. Petit rire rentré de Michel Schneider à côté de vous. Musique, mathématiques, ça va de pair. Pour comprendre l'univers, on a besoin de la musique peut-être aussi pour dévoiler quelque chose du mystère de l'univers. C'est la même chose pour moi. C'est exactement la même chose. C'est deux approches différentes, mais c'est la même chose. Il ne faut surtout pas opposer l'art et la science. Je crois que c'est vraiment pile poil la même chose. C'est une manière de savoir d'où on vient. Et on a visiblement, apparemment, des particularités. Notre besoin de parallélisme, notre besoin de régularité, notre besoin de répétition, notre besoin de... L'architecture en est une preuve. On est en train de chercher quelque chose... de manière très humaine. Je crois que les maths, c'est très humain, la musique, c'est très humain, et ça n'est interdit à personne, surtout. Alors, on a fait une incursion qui a beaucoup fait rire Alexandre Astier et Michel Schneider dans l'histoire musicale récente à l'instant avec le Journal du Temps. Vous voulez bien remonter à l'origine, à l'archéologie musicale, à l'origine de la première musique connue, Thomas. Ouais, parce qu'en effet, les archéologues exhument des vieilles pierres, c'est bien connu, mais il y a aussi des archéologues du son, des archéologues de la musique qui viennent faire surgir le patrimoine le plus enfoui de la musique. Alors, en décembre dernier, il y a eu un concert absolument hallucinant au Louvre, un concert de musique antique donné par l'ensemble Kérilos. De la musique antique, c'est-à-dire de la musique écrite il y a quand même 2400 ans, interprétée avec des instruments spécialement reconstitués. Alors je vous propose d'écouter tout de suite, par exemple, un air d'Euripide. Il nous en reste 35 notes d'Euripide. Je ne sais pas si on peut là l'entendre. Il nous en reste 35 notes. Voilà. C'est un petit peu... Oui, écoutons. Ouais. C'est un petit peu comme si on retrouvait une minute de Mozart dans 3000 ans, en fait. Et alors, on connaît environ 3 heures en tout et pour tout de musique antique, dans tous les registres, instrumentales ou chantées, mais toujours habitée comme ça par cette espèce de force vibratoire, de force sacrée. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'en plus, on redécouvre en permanence des nouvelles partitions au fur et à mesure des recherches. Et il y a 10 ans, il y a une histoire incroyable.
Il y avait un papyrologue, c'est-à-dire un spécialiste des papyrus, qui travaillait à un inventaire au Louvre, qui faisait comme ça plein de vieilles boîtes dans les réserves du Louvre. Et à un moment donné, il tombe sur une boîte du 19e siècle, une espèce de boîte à biscuits. Il fouille dedans, il y a des morceaux de journaux, il y a un bout de cigare. Et puis il y a un morceau de papyrus. Il regarde le papyrus, il se dit là-dessus, il y a quelque chose que je n'arrive pas à déchiffrer, ça doit être de la musique. Et donc, il appelle la spécialiste mondiale de la musique antique, Annie Bélis, qui vient, qui accourt, qui regarde. Et en effet, les tablatures de l'époque n'ont strictement rien à voir avec les nôtres, hein, c'est pas du tout la même chose. Mais elle fait partie des 10 spécialistes capables d'identifier ce genre de manuscrits. Et du coup, eh bien, elle s'aperçoit que c'est une Médée, un air de Médée, un aria de Médée, de Carcinos le Jeune, 4e siècle avant Jésus-Christ. Voilà, on l'entend tout de suite, c'est ça, exactement. Et ce qu'on entend, alors c'est un homme qui chante selon les conventions de l'époque, et en fait, c'est Médée qui pleure sur la mort de ses enfants. Hein. C'est une version où elle n'est pas la coupable, où elle est victime, et en effet, c'est absolument extraordinaire parce que cet aria, eh bien, ça nous permet d'écouter ce qu'entendait Alexandre le Grand et sa cour, qui avaient tout autant besoin de musique que de conquête à travers le monde, et de vibrer au diapason de ces musiques enfouies. Il y a un truc étonnant quand même dans ce qu'on vient d'entendre, il faut quand même le préciser, c'est que ça aurait été interdit au Moyen-Âge, ça. Pourquoi ? Les intervalles utilisés là sont interdits. C'est-à-dire que c'est plus... Il y a plus d'autorisation harmonique dans ce qu'on vient d'entendre qu'en l'an 1000 et en l'an 1500. Et Il y a même un intervalle qu'on appelait le diable en musique. Le diable en musique. Pour tous les deux, la musique nécessaire à l'homme pour se sentir vivant, je voudrais avoir votre sentiment sur cette injonction que représente la fête de la musique, par exemple. C'est-à-dire cette idée de fêter à date fixe, sur un mode collectif, imposer d'une certaine façon la musique. J'ai le sentiment que c'est pas votre truc. Non, j'allais passer la parole à mon confrère pour qu'il tente de faire quelque chose de positif. On en est où ? Non, la fête de la musique, c'est le signe même de la défaite de la pratique musicale en France. Eh ben voilà. Les pays qui font de la musique de chambre entre amis le soir, ou que ce soit du jazz. En Allemagne, en Russie, partout. Il n'y a pas de fête de la musique, c'est tous les jours, ou toutes les semaines, les samedis soirs, on fait de la musique ensemble. Faire de la musique à date fixe, comme ça, dans la rue, quand la musique est partout, elle est nulle part. Il faut. Moi, je déteste, par exemple, l'idée de la musique d'ambiance. Il y a dans les ascenseurs, dans les restaurants, partout. On croit obligé d'éteindre le silence. On se croit obligé d'éteindre le silence par une musique qui fait que meubler le vide des rapports entre les gens. C'est insupportable. La musique mérite mieux que ça, et les rapports entre les gens aussi. Donc je suis pour la séparation de la musique et de l'État, et de la musique et de la... Ah mais il faudrait savoir ce que vous voulez. Vous voudriez aussi que l'enseignement de la musique soit par ailleurs renforcé. Alors... pour préparer les gens à avoir leur propre musique, leur propre pratique, leur propre goût, leur propre formation, leur propre technique, quel que soit le niveau. Très bien, Michel Schneider. Jean-Baptiste, si on parlait de musique et de cinéma. Il serait temps. Alors, vous trépignez hein? non, mais parce qu'en fait, on a eu beaucoup là d'exemples. Il y a évidemment un compositeur de musique de film qui a été indispensable à beaucoup de cinéastes, qui est Bernard Herrmann. Bernard Herrmann, qui est l'équivalent d'un Steiner, d'un Lalo Schifrin, enfin bref. Et Bernard Herrmann, c'est un homme qui est très connu pour les BO, bandes originales des films d'Hitchcock, notamment, évidemment, Psychose, La mort aux trousses, L'homme qui en savait trop, on le sait. Mais on oublie souvent qu'il a commencé plutôt bien avant, notamment dans les années 30. La bande originale en 1938 par exemple du fameux canular radiophonique de Wells, c'est lui qui va la composer, la fameuse Guerre des mondes, et d'ailleurs le Wells le prend dans ses bagages pour partir à Hollywood, et c'est Herrmann qui va composer la musique de Citizen Kane et de la Splendeur des Amberson, un film formidable qui lui vaudra un Oscar. Et puis ensuite il va rencontrer Hitchcock dans les années 50, et là c'est le début d'une immense collaboration qui va durer plusieurs films, et notamment la fameuse BO de Psychose dont on va réentendre les violons raturés. Alors voilà, c'est devenu presque une des BO les plus célèbres de l'histoire du cinéma, une espèce de signature incroyable. Alors, Herrmann le dira, ça vient de Berlioz. L'origine, évidemment, de cette composition-là, ce sont les violons, évidemment, de Berlioz. Et ce qui est formidable, c'est qu'on voit qu'Herrmann est un des premiers auteurs de musique de film, au sens où il n'est pas là pour faire ce qu'on appelait à l'époque du Mickey Mousing, j'illustre, quelqu'un court, je vais vite, etc. C'est quelqu'un qui va apporter une nouvelle dimension à l'image, avec Hitchcock, il le fera formidablement bien. Et on voit là, dans l'exemple de Psychose, que le violon apporte quelque chose que ne montre pas l'image. Et ce que ne montre pas l'image du fameux meurtre sous la douche de Janet Leigh dans le film d'Hitchcock, c'est le couteau qui rentre dans la chair. Et c'est le violon qui va faire ça. Ce qui fait qu'on ne voit pas effectivement le
bon lapsus. Ouais. On ne voit pas le couteau qui rentre dans la chair de Marion Crane. À l'époque, c'est évidemment impensable. Par contre, par le montage et par les coups de violon, on a l'impression, via l'oreille, que le couteau a effectivement pénétré la chair de Janet Leigh. Et c'est Truffaut qui, en 66 à Londres, va le faire revenir en lui disant Fahrenheit 451, j'aimerais beaucoup que vous composiez la musique. Et là, on va dire qu'il va avoir une seconde vie, Bernard Herrmann, après avoir été avec les classiques. Il va passer avec cette nouvelle génération, Truffaut, et puis Brian De Palma, Sisters. C'est lui qui va aller chercher évidemment Bernard Herrmann en disant finalement, si j'aime Hitchcock, autant aller voir l'original, celui qui a fait les musiques, Bernard Herrmann. Et il va composer Sisters. Et ensuite Taxi Driver, le fameux formidable solo de saxo de Taxi Driver, c'est Herrmann qui le compose. Et alors, ce qui est assez triste, c'est que Herrmann va mourir en 75, alors le jour de Noël, et le jour du dernier jour d'enregistrement de la BO de Taxi Driver, qui n'entendra jamais fini au fond. Le film sortira, ça sera une œuvre posthume, mais ça reste sans doute, à mon avis, un des très très grands compositeurs modernes de l'histoire du cinéma, qui continuera d'influencer beaucoup de cinéastes et d'auteurs, dont Danny Elfman. Mars Attack, tout le monde sait d'où ça vient, comme le Psycho de Gus Van Sant, qui a été réorchestré par Danny Elfman à partir de la BO de Bernard Herrmann. Démonstration brillante, Jean-Baptiste. La musique de cinéma, la musique des auteurs qui font de la musique de cinéma vous intéresse l'un et l'autre? J'ai même l'impression que le cinéma est certainement le meilleur support de la musique classique aujourd'hui. C'est celui qui parle à tout le monde, justement. Ouais. Et puis, celui qui a des moyens. Vous en avez composé? Je très bien modestement la musique de mes films et de mes séries, oui. C'est déjà ça, c'est un bon début. Je fais ce que je peux. Mais je pense par exemple que John Williams aujourd'hui est un compositeur, même pas que de films, c'est un de nos compositeurs contemporains qui fait avancer le truc et qui est pour moi un génie du genre, oui. Michel Schneider, vous continuez à écrire sur la musique? Après avoir écrit sur Schumann, édité les correspondances de Schumann et de sa femme, etc. Oui, pas sur la musique au cinéma que j'adore. Moi, je trouve que la justification de la musique au cinéma, c'est quand elle permet de dire ce que l'image ne dit pas. Quand elle est redondante par rapport à l'image, c'est insupportable. Ouais. Et la postérité de Herrmann, on la voit dans The Artist, par exemple, qui pompe alors là allègrement la bande originale de Vertigo. Ça montre que les choses composées, écrites par un vrai musicien sont immortelles. Enfin, il y a quelque chose d'une vraie création dans la musique de film. Alors, Herrmann, Dimitri Tiomkin, Steiner, Korngold, il y avait beaucoup de musiciens qui d'ailleurs venaient de la musique savante, venaient de Vienne, venaient d'Europe et qui ont alimenté Hollywood dans ces magnifiques musiques de films qui nous ont été léguées. La musique de l'inconscient, ça vous parle, forcément. La musique de l'inconscient, on va la voir à l'œuvre avec une rubrique quotidienne qu'on a d'ici le deuxième tour, notre feuilleton politico-onirique qui s'appelle « J'ai rêvé du président ». Voilà, on demande à des spectateurs, ou plutôt les spectateurs d'Arte, on voit sur Internet leurs fantasmes et leurs délires autour du président de la République. Regardez, c'est gratiné. Je rêve que je suis dans une salle d'exposition de photographie avec une amie du lycée. Il y a des couloirs étroits, ça va dans tous les sens, ça ressemble plutôt à un labyrinthe. On avance, on regarde, et là on s'arrête devant un portrait, celui du président de la République. Il nous regarde, il a un regard très insistant, il nous fixe fort. Et là, il sort de la photo. Mon amie, elle lui tend les bras, et lui, il l'embrasse, mais il l'embrasse sur la bouche. Moi, je prends la fuite, et là, je me fais pourchasser par toutes les personnes sorties des photos. Et je me souviens ensuite que j'ouvre une page de journal avec en gros titre « Le président de la République demande en mariage une belle brune ». Et là, je me réveille. Michel Schneider, c'est ce qu'on appelle typiquement le roman familial, c'est-à-dire que chacun de nous, qui est le plus souvent fils ou fille de gens ordinaires, on rêve d'avoir une généalogie brillante, aristocratique, et quoi de plus noble, de plus prestigieux que d'être aimé ou conçu par le président de la République. C'est compris, Fillette. Voilà, vous avez une analyse sauvage et fulgurante par Michel Schneider. C'est fini, merci à tous. Je rappelle, Alexandre Astier, votre spectacle « Que ma joie demeure » de et avec vous,
vous. C'est jusqu'au 13 mai au Théâtre du Rond-Point. Et ensuite, je crois d'ailleurs que ça passe par Bourges, où dans le courant du mois de mai, c'est en tournée en France. Jusqu'à quand? En fait, la tournée 2012-13 n'est pas encore programmée. Très bien, mais de toute façon, ça s'arrache, ça se joue quasiment à guichet fermé au Théâtre du Rond-Point. Faites comme vous le pourrez. Merci à tous. On se retrouve lundi à la même heure dans 28 minutes. Bis Montag. Tchuss.